Bonjour, bonsoir pour certains. Je suis Gouzane Naounou, citoyenne, responsable associative. Je suis de l'organisation de la société civile. Je vais partir en musique, je n'ai aucun droit sur la musique, mais je voudrais partir un tout petit peu en musique pour me ressourcer. J'ai une voix un peu... Le temps que vous vous connectiez, on va partir un peu en musique. Moi, j'aime les textes, comme je vous l'ai dit. Et j'aime les textes qui parlent du fait des sociétés et des sujets des sociétés. Je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui où l'empathie manque. Dans un monde où l'individualisme a pris le dessus. Où on a le sentiment, tout simplement, que l'être humain devient de plus en plus déshumanisé. Ce qui fait de lui être humain disparaît. C'est l'empathie qui fait de nous des êtres sensés, des êtres humains, différents des animaux. Malheureusement, on a le sentiment, avec l'éducation qu'on donne aux animaux, les animaux ont plus d'empathie que l'humain. Les animaux deviennent de plus en plus intelligents, parfois que l'être humain. Et ça, c'est un vrai problème de société. On va partir un peu en musique, les amis. J'ai besoin d'écouter un peu de... C'est comme une forme de... Voilà, ça me requinque un peu. Je l'ai un peu très fatiguée, effectivement. Je suis bien fatiguée, véritablement. Mais je pars en musique un peu avec vous. J'espère que je l'ai, cette musique que j'ai beaucoup appréciée, d'ailleurs. J'espère que je l'ai ici. Et comme dirait quelqu'un, c'est toujours bizarre. Le jour que tu veux écouter une musique, c'est là qu'elle te planque. Et ça, c'est extraordinaire. On va partir. C'est une musique qui m'a beaucoup parlé, que j'ai beaucoup appréciée. Et on va partir un peu. Donc, je salue tous ceux qui sont connectés. Je vous embrasse tous. Merci aux uns aux autres. Je n'aurai pas assez de temps pour saluer tout le monde. Donc, je vous salue bien fraternellement. Voilà. Je vous salue fraternellement. Je n'aurai pas assez de temps pour saluer tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai aucun droit sur cette musique. Je n'ai aucun droit sur cette musique. Prise de photos, zéro prise de gars. Site touristique, chacun vient admirer. Site touristique, chacun vient admirer les dégâts. 10 000 prises de photos, zéro prise d'engagement, ça débat. Abidjan est trop cher, c'était l'excuse pour aller en Libye. Aujourd'hui s'ajoute un nouvel alibi. Dans mon propre pays, je deviens clochard. C'est une zone à risque, disait monsieur le journaliste. Je n'en disconviens pas, mais faisons un peu plus d'humanisme. Moi-même dans mon bled de mes sangs assujettis. Est-ce à comment on parle se jeter? Discipline de se faire du jeton. Non, ne demande pas après moi si je me dis. Il y a camion de ramassage d'ordures, mais nous on vit dans des zones insalubres. Caution de maison vaut 10 mois de salaire. C'est pour ça on dort dans les taudis. Et à côté j'entends dire qu'ils ont été avertis, bien entendu. Mais la question est de savoir où est-ce qu'on ira en cette tendue. Je suis Goma, yo, des cités, c'est pas Congo. Bienvenue chez moi à Bolibana, nouvelle cité à Congo. Pour une histoire de bitume, il fait valer jusqu'à broyer des tombeaux. Avec des maisons sous un casse-école là. Pardon, faut revoir ça, papa Bakongo. Problème à bédier, adogo, papa. Problème à bédier, adogo, papa. Problème à bédier, solo adogo, papa. Problème à bédier, adogo, papa. On dort où ce soir?
La nuit il fait froid, j'ai plus de lait, je laisse le choix. On dort où ce soir, Prési, on dort où ce soir. Veni à Babi pour me retourner au bas qui ce soir. On dort. Ouais. Attention, nos jolies peaux ne sont plus des lieux de tourisme, mais les cimetières de nos espoirs refoulés. Ça devient inquiétant. On ne sait plus qui monte dessus pour faire quoi, qu'ils soient en voiture ou à pied. On dit quand tu as problème, faut reculer pour mieux sauter. Et les gens ont compris ça autrement. Les cas de suicide se multiplient au pays comme challenge TikTok, tellement ça ment. Si c'est pas étudiant qui saute du 4e étage, c'est corps habillé qui laisse sa famille en pleurs. Que chacun devienne le psychologue de ses proches d'aide, voyez à cette allure, ça fait vraiment peur. Il y a un malaise social qui dit pas son nom. Pression est trop sur tête des gens. Mais c'est pas seulement lié à la galère, voyez parmi ceux qui se touffent là, certains ont l'argent. En tout cas, on attend que nos sociologues parlent sur les causes de ce problème. Voyez, la Côte d'Ivoire fait partie des pays les plus touchés par ce phénomène. Et ça fait bruit comme les opérations de déguerpissement à Adjamé village. Pour le prolongement du 4e pont, l'État veut donner à ce quartier pata habillage. Mais dans un communiqué la semaine dernière, les chefs de terre ont donné un loup garant. Ils disent de ne pas toucher à leur bâti, mais c'est l'héritage de leurs parents. Mais au moment où ils vont se réveiller, matin bonheur, voilà les éléments du district en train de casser. Conséquence, opposition, affrontement, feu dans les machines. C'était inquiétant ce qui était en train de se passer. Ils ont dédommagé, ils n'ont pas dédommagé. Et chacun dit pour lui. Là, c'est le nerf de la guerre. Il y a une affaire de 4 milliards qui circule. Mais comme il s'agit d'un quartier éveillé, j'ai la foi qu'un terrain d'entente sera trouvé. Les gars, sur nos cœurs, mettons du glacé. Pas un esprit de Bafoula est arrivé jusqu'au Parlement de la CEDEAO. Le samedi 20 juillet dernier à Abuja au Nigeria. Voilà, et c'était chaud. Le député sénégalais Guy Marius Sagna a crié sur nos présidents que c'est eux qui nous maintiennent dans la pauvreté. Voilà que de l'honorable Adjaratou Traoré qui est gâté. Elle dit Mokola n'a qu'à revoir sa manière de parler. Il restait un peu au coup de poing, elle est sortie dedans. Parlement est devenu parler mal. C'est pour défendre les peuples, c'est pour te frapper. Ma bouche, mon cher, attends, je vais me taire. Pourquoi ils vont chercher ma position? Pour Kapi. Rebonsoir mes frères et sœurs, bonsoir à chacun d'entre vous. Je voudrais m'exprimer un tout petit peu sur la situation, la énième situation du cas de déguerpissement au niveau d'Abidjan et de certains quartiers d'Abidjan. Je suis Gouza Naounou. Et comme je l'ai toujours dit, pour ceux qui ont envie de comprendre, comprendront. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, ben, ils ne comprendront pas. Je ne vais pas en vouloir aux gens qui font semblant de ne pas comprendre ou qui font de la mauvaise foi. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Je vis dans la diaspora. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire, même si j'y vais très souvent, de façon régulière. Mais je vis en France. Et en tant que citoyen ivoirien, pour ceux qui sont de la diaspora, les images que nous voyons sur les réseaux sociaux et parfois, souvent à la télévision, pour ma part, surtout les cas de déguerpissement, ces images ne font pas honneur à la Côte d'Ivoire au niveau international. Ces images ne rehaussent pas l'image de la Côte d'Ivoire en termes de
en termes de solidarité au niveau international. Ces images n'honorent pas la politique sociale du gouvernement ivoirien. Pourquoi? Pour ceux qui ont la mémoire courte, pour ceux qui ont une courte mémoire, je veux rappeler ici que le président Alassane Ouattara a été élu en 2020 avec un programme de gouvernement, programme appelé la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire solidaire. Donc un programme du gouvernement qui se doit, qui est basé ou qui devrait être basé sur la Côte d'Ivoire solidaire. Quand on est à l'international, que on voit des familles éprouvées, des familles désemparées, des familles sur des ruines de leurs biens détruits, on s'est dit, mais le président a été nommé, a nommé des ministres. Le président a été élu, parce que les ministres ne sont pas des élus. Ils ont été nommés par le président. Mais le président, lui, il a été élu. Il a été élu pour la Côte d'Ivoire solidaire. Donc la solidarité, c'est aussi l'humanisme, c'est l'empathie, c'est la générosité, c'est tendre la main à celui qui pleure, c'est essuyer les larmes de celui qui pleure, c'est de prendre son frère dans les bras, c'est consoler celui qui souffre. C'est ça la solidarité. Donc on s'interroge, on se dit, mais ces ministres ont été nommés, ils n'ont pas été élus. Nous, ce n'est pas nos choix. Ce sont le choix du président de la République. Donc, seul le président est responsable de ses choix. Nous ne sommes pas responsables de ses choix. Parce que c'est lui qui les a choisis. Nous, on a élu un chef de l'État. Donc, si on a un bilan à porter, parce que j'entends beaucoup de gens me taguer, dire, c'est vous, c'est à cause de vous, surtout toi, Gouzard. Je dis oui, je portais un choix. Mais je n'ai pas choisi les ministres, je n'ai pas voté les ministres. Moi, j'ai choisi le président de la République. J'ai choisi un projet, la Côte d'Ivoire solidaire. C'est le projet qui m'a parlé. C'est le projet qui m'a pris par les tripes. Parce que je dis, nos sociétés et surtout notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin de solidarité. La solidarité, c'est la cohésion nationale. On ne peut pas parler de cohésion nationale sans solidarité. Ce serait un leurre. Et donc, mes frères et sœurs, vous qui m'avez écrit par-ci et là, certains qui m'ont tagué sur des posts, certains qui m'ont écrit, qui m'ont interpellé, tu es silencieuse, tu ne dis rien, tu t'exprimes pas. Je vais vous dire, je suis tout de près. Mais parfois, je n'ai pas le temps. Et si j'ai un bout de temps, j'essaie de faire des lives, 2-3 à la fois, 2-3 séquences des vidéos, parce que je n'ai pas suffisamment de temps. J'ai aussi mon train-train de la vie. Je vis en France. J'ai mes réalités ici aussi. Même si j'aime profondément mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, mais je vis ici en France. J'aime aussi la France qui est mon pays d'accueil. Ici, nous avons aussi nos réalités. Nous essayons qu'aussi, ça, au mieux, de pouvoir succomber à nos besoins. Donc, je ne peux pas être au four et au moulin à la fois. Revenons à nos moutons. S'agissant de cette histoire de déguerpissement, voyez-vous, chers frères ivoiriens, comme je l'ai dit, je suis une citoyenne. Et moi, les questions sociétales me touchent et me portent. Certains me cataloguent comme une politique en tant que politicienne. Je ne fais pas de la politique politicienne. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, je ne suis pas une militante endoctrinée. Je ne suis pas une militante butée. Moi, je suis une personne ouverte d'esprit qui touche à toutes les questions. Parce que c'est la société qui est le cœur de la politique. Si on fait la politique et que la société, l'humain n'est pas au cœur de la politique,
ça ne sert à rien de faire la politique. Parce qu'on fait de la politique pour accompagner l'humain à évoluer, à être heureux et non à souffrir. Donc pour moi, le cœur de notre préoccupation et qui devrait être la priorité de tout homme politique, qu'il soit, l'humain doit être au cœur de ses préoccupations, au cœur de son projet, de projet politique, au cœur de ses priorités. Mes frères et sœurs, pour ceux qui se souviennent, moi je suis quelqu'un de cohérente dans ce que je fais. J'ai toujours dit, je ne suis pas endoctrinée. Moi je suis spirituelle. Ce que je dis, ce que je fais, et mon corps doit former un seul corps. Ce que je suis, ce que je dis et ce que je fais doit former un seul corps. J'ai toujours pris ça en exemple comme la croix, comme on dit la croix du Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que ce que je pense, ce que je dis, moi ce que je fais doit former un seul corps. Donc c'est la croix du Christ. Et donc, vous voyez, quand l'histoire du premier déguerpissement a commencé, où le projet en tant que pour l'urbanisation, où les constructions des ponts à Abidjan ont commencé, je ne faisais pas écho publiquement, mais je suivais ça de très près et je reviendrai dessus. Il y a eu Boribana. Il y a eu Boribana. Quand je dois prendre la parole sur un sujet donné, je me prononce parce qu'il y a des mots. Quand je parle des mots, pas M-O-T-S, mais M-A-U-X. Il y a des mots qui peuvent blesser des communautés, qui peuvent briser des communautés, qui peuvent pousser certains à se radicaliser, et la radicalité des communautés crée des crises communautaires et identitaires dont notre pays, la Côte d'Ivoire, a déjà vécu. Pour ceux qui ont la mémoire courte, la Côte d'Ivoire a déjà vécu des crises communautaires, des crises religieuses, des crises militaires, des crises politiques. Les 4 crises, on les a vécues dans un laps de temps. En moins de 10 ans, on a vécu les 4 crises à la fois. Mais si la Côte d'Ivoire est restée, a réussi à s'en sortir, c'est par le brassage culturel, par le métissage entre les communautés. C'est ceux-là qui ont permis que la Côte d'Ivoire soit aujourd'hui là où nous sommes. Et on essaie qu'aussi clopin, de tisser, de renforcer la cohésion nationale, d'où la cohésion sociale. Il y a eu le cas de Boribana. J'ai entendu sur les réseaux sociaux, sur plusieurs panels, où certains disaient « Ah, Boribana, ce sont des étrangers. Boribana, ce sont des Maliens. » Et comme les Maliens, avec la Côte d'Ivoire, il y a une crise diplomatique, ce sont des Burkinabés. Et comme les Burkinabés, ils ont la junte au pouvoir, Boribana, c'est pas grave, on n'a qu'à casser. Ce sont des Burkinabés. C'est-à-dire, il y a eu tel mépris de dire, ce sont des étrangers, donc on peut casser Boribana. Je suis sortie pour vous dire, et c'est là que j'ai pris la parole, j'ai dit, attention, moi je vis ici dans la diaspora. Nombreux de ceux qui le disent sur les réseaux sociaux, là, ils vivent ici dans la diaspora. Vous dormez dans des foyers. Vous dormez dans des hôtels. Vous êtes pris en charge par l'État français, donc par le contribuable français, par les impôts des Français. Et c'est vous qui vous mettez sur des réseaux sociaux pour dire qu'on peut casser pour les autres, on peut les jeter dehors sans relogement, sans prise en charge de l'État, parce qu'ils seraient des étrangers. Je n'accepte pas ça. J'ai pris la parole pour dire non. On ne peut pas jeter les gens à la rue, dormir sous des ponts parce qu'ils seraient les étrangers. J'ai pris la parole sur ce fait. Parce qu'il y a des mots qui blessent. Ce que vous avez déploré hier, vous-même, vous faites ça aujourd'hui. Moi, je n'accepte pas ça. Et j'ai fait ma sortie sur Boribana. Je mets le cas de Boribana de côté.
Il y a eu le cas de Yopougon Jesco. L'image qui m'a choquée, moi, mère de famille, citoyenne ivoirienne, issue de la société civile, responsable associative, qui fait de la sensibilisation, qui parle de l'éducation, qui parle de transmettre l'éducation, avoir des enfants éduqués, de transmettre le savoir. Quand je vois des enfants, des écoliers dans leur tenue de l'école en période scolaire, sur des ruines de leurs écoles, j'écris ma colère, non seulement de mère, de citoyenne et de responsables associatifs. Je dis non. Dans notre société, on ne peut pas avoir des enfants qui sont aussi traumatisés. Parce que vous êtes des pères de famille. Vous êtes des mères de famille. Vous avez des enfants chez vous. Vous vous battez au quotidien pour que vos enfants aient l'excellence. Mais ces familles sont des pauvres qui souffrent, qui crèvent, qui se privent pour mettre leurs enfants à l'école. Ces enfants ne peuvent pas être sur les ruines de leur établissement. J'ai fait une sortie pour dire, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un problème de pédagogie, il y a un problème de communication, il y a un problème de méthodologie, il y a un problème de tact et il y a un manque d'empathie. J'ai fait ma sortie sur Jesco. J'ai entendu certains dire, oh, elle a parlé de Jesco. Parce qu'à Jesco, il y a la communauté de l'Ouest qui est beaucoup à Jesco. Et comme elle est Bousmani, c'est pour ça qu'elle parle de Jesco. Donc, il y a des gens qui considèrent que je prends la parole parce que je suis Bousmani. Si ce n'est pas du tribalisme, je ne sais pas ce que c'est. Mais je ferme cette parenthèse. Aujourd'hui, le cas d'Adjamé Village. Et j'ai suivi. J'ai suivi. Et donc, vous voyez, on revient à la même question. Aux mêmes problématiques. Problème de pédagogie, problème de communication, problème de méthodologie, problème de tact, problème de manque d'empathie. Et vous avez des gens sur les réseaux sociaux qui justifient le fait que ouais, c'est normal parce qu'on doit construire un pont. On peut raser tout un village. Et j'ai suivi ça. Je me suis dit, j'attends au moins les autorités compétentes selon ce qu'elles vont dire. Peut-être qu'il y a des sujets qui nous échappent. Peut-être qu'il y a des aspects qui nous échappent. Il y a des choses qui nous échappent. Nous, on est à l'extérieur. Peut-être qu'on ne sait pas tout, le contour, les tenants. Mais quand même si on ne sait pas tout, Abidjan est le village des Hébriers. Qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire doit faire attention. Qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire d'Abidjan doit traiter ces sujets avec tact, avec pédagogie, avec la manière. Parce que Abidjan, c'est le village des Hébriers. Et je vais vous parler de l'anthropologie d'Abidjan. J'ai entendu, je ne sais pas, dire que il y a la maison de Nangui Abogoua, si je ne me plante pas, oui, qui a été démolie, oui. Nangui Abogoua qui a été démolie. J'ai suivi. Et puis ensuite, il y a eu un débat sur la chaîne NCI avec le DG de AG Roots. Et ensuite, il y a eu ce journaliste ivoirien qui serait un investigateur, ou je ne sais pas comment dire. Je suis même allée sur sa page où j'ai écrit. Je ne vais pas répéter ce que j'ai écrit sur sa page. Il a lu, tant mieux.
qui a tenu des propos injurieux vis-à-vis de la communauté Atchon et de la chefferie Atchon. C'est-à-dire, dans la même émission, le DG d'Ageroute, qui lui-même se dédie, avoue, se désavoue dans la même émission. Et puis vous avez ce journaliste qui dit, des gens ont été dédommagés, qu'il a les chiffres, il a les preuves que 350 personnes ou 307 personnes auraient été dédommagées. Et en même temps, tu as le DG d'Ageroute qui dit, je vais rectifier. Et le journaliste dit, la chefferie est de mauvaise foi. Or, c'est un, comment on appelle ça, les bons termes que je vais utiliser, un duplex avec la chefferie Atchon d'Adjamé, le plateau, sur le plateau télé. Donc, c'est un duplex. On dit duplex. C'est-à-dire, la chefferie est directement en direct, elle n'est pas dans l'émission. Elle participe directement à l'émission sans être sur le plateau. Pardon. Et il dit que la chefferie, déjà dans un climat de tension sociale, où tu vois, déjà j'ai été choquée de voir des images. Je ne sais pas si c'est des montages, mais je pense que les autorités ivoiriennes vont prendre toutes leurs dispositions pour pouvoir identifier ces personnes qui avaient les gourdins et des armes blanches dans le village des Ébriers, pour aller non seulement les agresser, et en plus pour aller voler et piller. Je ne peux pas concevoir que pendant un déguerpissement, qu'il puisse avoir des groupuscules de délinquants et de voyous armés qui puissent aller voler, piller, agresser, poser des actes criminels dans un village. Donc, je me dis qu'on attend, on espère, et que moi j'espère, que les autorités ivoiriennes vont prendre toute la mesure et vont identifier ces personnes. Dieu merci, la Côte d'Ivoire, il y a des caméras de surveillance partout aujourd'hui. Et ça, c'est à saluer. Parce qu'on peut rapidement identifier des voyous et les arrêter. Donc, la Côte d'Ivoire est dotée de caméras de surveillance. Ces personnes doivent être identifiées et arrêtées. Parce qu'avec un climat de tension dans la sous-région, où on a des djihadistes dans le Sahel, parce que les djihadistes, quand on va, ils vont recruter des personnes, des mercenaires et djihadistes et autres, ce n'est pas que des barbus, hein. C'est aussi des délinquants, des voyous, sur le fait des drogues, c'est des gangs. On va au sein des gangs recruter pour venir commettre des actes criminels. Et donc, on ne peut pas accepter que dans notre société, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est au cœur, dans un triangle, dans la sous-région, où tu as le Mali qui est complètement instable et qui accuse la Côte d'Ivoire d'être responsable de son instabilité, où tu as le Burkina qui est aussi complètement à plat, raplapla, et qui accuse la Côte d'Ivoire d'être responsable de sa manigance et de ses erreurs des coups d'État à répétition, de son instabilité et politique. On ne peut pas être dans cette société et ne pas prendre des sanctions contre ces personnes. Ce sont des images que nous avons vues. J'ai vu. Je me suis dit, est-ce des montages? Est-ce la vérité? Je me dis, vraiment, je me suis posé 1001 questions. Je me dis, on ne peut pas, en 2020 récemment, c'est ce même genre d'individus qui sont allés couper la tête d'un enfant et qui en ont shooté comme un ballon de football. Alors, on ne peut pas les revoir encore là, dans un village ébrié où des populations sont en pleurs, cherchent des solutions, sont désemparés, sont dans le désarroi, sont désespérés. On ne peut pas avoir ce genre d'individus dans ces villages pour commettre ce genre d'actes qu'ils ont commis. Donc, on espère que ces gens seront identifiés et arrêtés et ils iront directement à la case prison. Ça concerne les voyous parce que ce sont des délinquants. Ils ne sont pas de la police, ils ne sont pas de la gendarmerie, ce sont des délinquants. Je reviens au plateau télé. Le DG dit
dans sa plaidoirie, dans son explication, parce que la plaidoirie, c'est une explication. Donc, on n'est pas à la justice. C'est une forme que j'ai utilisée. Le DG de Ageroute, dans son explication sur le plateau télé, dit « Je vais rectifier quelque chose. Les populations n'ont pas reçu 4 milliards. Or, depuis, ça enflait sur les réseaux sociaux des gens qui n'ont aucune empathie pour quiconque, qui sont dans un dédain, un mépris total. Les gens ont reçu de l'argent, ils sont malhonnêtes, ils sont de mauvaise foi, et ça relaye. Mais dans une société qui est déjà en tension, quand on veut apporter des solutions, ce n'est pas de cette façon-là et ce n'est pas de cette manière. Quand tu as ton frère qui est en train de pleurer, qu'il ait raison ou pas, quel que soit, d'abord tu l'écoutes. Quand il finit, tu dis, bon, c'est fait maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir régler tout ça. Mais tu ne peux pas faire du déni et du mépris à la fois. Être dans le dédain, ce n'est pas acceptable. Donc le DG sur le plateau, il dit à ce journaliste, il le prend au mot pour lui dire, en quelque sorte, vous êtes un malhonnête vous-même parce que vous dites que les populations, la chefferie est de mauvaise foi, mais en réalité, c'est vous, le journaliste, qui êtes malhonnête intellectuel parce que vous dites qu'ils ont reçu de l'argent. Or, l'argent, ils n'ont pas reçu. Donc, on a un problème de pédagogie. Quand on dit l'argent est sur un compte séquestre, ça veut dire l'argent est géré par l'État. Or, on est dans une situation comme une forme de bras de fer, on va dire ça comme ça. Je me permets de le dire, mais pour imager un peu, entre l'État et la chefferie où est les populations, les Hachans d'Adjamé. Donc, c'est un bras de fer. Donc, les deux qui sont concernés, c'est l'État, puisque quand on parle de construction de routes, c'est l'État qui construit les routes. Donc, c'est l'État et les populations d'Adjamé, de Adjamé village. Le DG dit que il y a eu 4 phases. Pour ce projet, il y a 4 phases. La première phase, il fallait aller visiter le site où il fallait construire des logements pour reloger ou délocaliser le village d'Adjamé dont les maisons ont été cassées vers Anyangon ou à Yopougon. Donc, la chefferie sortante est allée visiter le site. Donc, dans les 4 phases, première phase, c'est la visite du site où on devait relocaliser les populations, les familles qui devaient être délogées ou devaient être déguerpies. La chefferie sortante est allée visiter le site. La deuxième phase, il fallait construire des maisons pour les propriétaires, pour ceux qui sont déjà propriétaires terriens. Il fallait construire des maisons afin de leur donner les clés, les relocaliser pour dire Adjamé village se déplace, il se retrouve de tel côté de Yopougon. Ça, c'est la deuxième phase. Et ensuite, vient la phase des dédommagements. Et la 4e phase, la phase de la réalisation du projet. Moi, je me suis posé la question de dire, mais la première phase, le DG dit, la première phase a été respectée, c'est-à-dire visite du site. Mais la deuxième phase, c'est la phase la plus importante. Construction de logements, relocalisation des familles avant le déguerpissement. Est-ce que cette phase a été respectée? Ça, c'est une question, malheureusement, dont la question n'a pas été posée au DG sur le plateau pour qu'il apporte des réponses à cette question. Est-ce que la phase de construction des maisons a été respectée? Est-ce que les maisons ont été construites pour toutes les personnes dont on a déguerpi? Les personnes qui sont en location, ces personnes auront un dédommagement d'un loyer de 4 mois de loyer afin qu'ils puissent trouver un autre logement habitable. La question elle est là, parce qu'avant de déguerpir, est-ce que cette phase qui est cruciale, elle a été respectée? Les maisons ont été construites? Si oui, montrez-nous les maisons qui ont été construites.
les maisons qui ont été cassées, on dit, s'il y a 100 maisons qui ont été cassées, parmi les 100 maisons, il y a 70 propriétaires ou les 50 propriétaires. Les 50 propriétaires, voilà les 50 maisons. Ça, pour moi, c'est la phase la plus importante avant de déguerpir. Maintenant, je veux venir à cette question quand je parle d'anthropologie de la Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Mes frères et sœurs, Abidjan, les Hébrieux qui ont Abidjan comme seul village, c'est-à-dire que nous sommes tous dans la Côte d'Ivoire, chacun connaît sa région, chacun connaît son département. Dans Abidjan où nous tous nous sommes là, chacun sait d'où il vient. Ça s'appelle son identité. Son identité. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne vas pas respecter l'identité des autres. C'est la loi de la nature. Donc, chacun sait sa région. Chacun sait son département. Chacun sait d'où il vient. Abidjan, ce n'est pas chez nous. C'est les Hébrieux. Et les Hébrieux ont mené un combat avec les colons. Avec les colons français. Pour garder ce territoire aujourd'hui dont beaucoup jouissent sans savoir d'où est parti Abidjan. Je répète, le peuple hébreu a mené un combat pour préserver les terres d'Abidjan. Parce que les Hébreux, c'est un peuple qui est quand même un 9 groupes, si je ne me trompe pas. Et ce peuple vit en bordure de lagunes. C'est pour ça qu'on dit la lagune hébreu. Il y a les villages, parce qu'il ne faut pas que je me plante des villages. Il y a des villages. Il y a Akwedo village, il y a Blokoso village, il y a Nono village, il y a Mputo village, il y a Djamé village, il y a Tekoupé, il y a Agban, il y a Nyangon, Lokwa, il y a Azito, il y a Bobo Baoulé, il y a Abia, il y a Yopougon Kouté, il y a Koumansi, il y a Kokodi village, il y a Anoumambo, il y a Boboté, il y a Nokwa Kouté, il y a Yopougon Santé, il y a Bobo Doumé, il y a Abia Abiti. Les Hébreux ont plus de 30 villages dans Abidjan. Donc, quand Naki Abrogwa, qui est né vers 1848, si je me... et qui est mort vers 1938 à Abidjan, qui est le chef des chamans hébreux, qui veut dire peuple résistant. Pendant la colonisation, ils se sont battus pour que les colons leur laissent leur terre. Parce qu'à Abidjan, c'est leur seule terre où ils vivent déjà de pêche. Parce que ce sont des peuples de l'eau. C'est des peuples lagunaires, ils vivent de la pêche. C'est ceux, les Hébreux qui sont du côté des Benjerville et autres, qui font des plantations, qui font du vivrier. Mais ceux qui sont dans Abidjan, ils vivent principalement de pêche. Et donc, les combats ont été menés, des discussions, des négociations pour demander aux colons français de leur laisser leur terre. Et c'est comme ça, Nangui Abrogwa s'est lui-même proposé aux colons pour dire, laissez-nous nos terres, faites de moi le chef de ces terres hébreux, de ces villages hébreux, au détriment d'un autre chef de village, mais du côté des Hébreux de Benjerville. Et c'est comme ça, les colons l'ont mis, les colons français l'ont mis chef des villages des Hébreux, l'actuelle ville d'Abidjan aujourd'hui, dont on se réjouit d'être Abidjan avec beaucoup de grandeur, beaucoup de fierté. Donc, au détriment de Atomé Diallo, qui était un Hébreu, mais de Benjerville. Donc, Nangui Abrogwa a joué un rôle important dans l'acquisition des terres d'Abidjan. D'où, Nangui Abrogwa, il était à l'île Boulay, il résidait à l'île Boulay, mais il est d'Adjamé village. Il est originaire d'Adjamé village. C'est comme ça qu'il a bâti cette maison que les gens parlent de ça. Je ne sais pas si elle a été détruite ou pas. J'espère qu'elle n'a pas été détruite.
Parce que ça fait partie du patrimoine colonial de notre pays. Parce que quand on parle de la colonisation, il faut que nous-mêmes, on puisse préserver et conserver les traces de la colonisation. Parce que c'est ce qui fait notre histoire. On ne peut pas effacer l'histoire d'un peuple. Un peuple qui efface son histoire est un peuple perdu. On ne peut pas effacer notre histoire. Douloureuse qu'elle soit, c'est notre histoire. Donc c'est notre patrimoine. Que ce soit l'histoire des Hébriers, c'est aussi l'histoire des Ivoiriens. Quand on parle de colonisation, il y a des traces de colonisation. Il y a des maisons coloniales qu'il faut préserver et qu'il ne faut pas toucher. C'est ça le patrimoine d'un pays, la richesse d'un pays, son histoire. Tu pars d'où? Pour être là. Tu n'es pas descendu du ciel pour être là. Tu pars de quelque part. C'est ton histoire, c'est ton identité, c'est ta culture, c'est ton patrimoine. Dieu nous reconnaît à travers notre identité culturelle. L'identité culturelle, sur un plan scientifique, c'est ce qu'on appelle la génétique. On dit la génétique. On part. Qu'est-ce qui est la génétique? Dieu ne connaît pas notre nom. Dieu ne connaît pas notre ethnie. Dieu ne connaît même pas notre religion. C'est par notre identité culturelle qu'il nous reconnaît. Donc, quiconque croit en Dieu doit respecter l'identité culturelle de tout et chacun. Parce que c'est Dieu même qui est là. Mes frères et sœurs, savez-vous, faisons attention, très attention. Faisons attention, mais très attention. Notre histoire elle est récente. L'histoire de notre pays est récente. Ne répétons pas les mêmes erreurs. Moi, je suis là juste pour interpeller. Je ne suis pas là pour dire, voilà comment vous devez faire, mais j'interpelle toujours. Et heureusement ou malheureusement, très souvent, mes interpellations là, on arrive toujours à là. Donc, je veux dire, voyez-vous, l'histoire des Hébriers, c'est notre histoire. C'est un patrimoine. C'est notre histoire. C'est comme les maisons coloniales à Grand Bassam. Moi, j'ai été heureuse quand il y a une maison coloniale à Grand Bassam aujourd'hui où tout touriste qui vient à Abidjan va visiter cette maison coloniale. Mais pour ceux qui se rappellent, qui me suivent depuis longtemps, j'ai été à Bassam et j'ai filmé cette maison coloniale à Bassam. Quand il y a eu des tensions à Bassam entre, pendant la campagne du maire Jean-Louis Moulot et j'oublie l'autre maire, le maire sortant, dont le nom m'échappe, autant pour moi, cher père, le nom m'échappe vraiment, pour ceux qui l'ont m'y donneront. J'ai été là-bas quand les jeunes sont allés incendier des maisons. Je suis allé voir la maison coloniale à Grand Bassam. Mais c'est notre patrimoine. C'est vrai que c'est chez les Apollos, mais ça fait partie du patrimoine ivoirien, de la Côte d'Ivoire. Donc c'est notre histoire. Mais cette maison aujourd'hui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça veut dire, Bassam va bénéficier de subventions de l'UNESCO pour ce patrimoine culturel. Mais c'est comme ça, on doit préserver le patrimoine colonial. Parce que c'est notre cœur, c'est notre sang, c'est le sang de nos ancêtres, de nos aïeuls. On ne peut pas effacer ça. Pour être ce que nous sommes aujourd'hui, il y a eu des gens qui ont mené des combats. Et leur combat ne doit pas être effacé par un coup de caterpillar. C'est ce que Bouzana nous dit. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Ne traitons pas ces sujets avec arrogance, mépris et dédain. J'ai été heureuse en 2021, pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. La mosquée de Gong. La mosquée de Gong
qui fait partie du patrimoine ivoirien. Mais la mosquée de Congo aujourd'hui est inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2021. La mosquée de Congo est inscrite. Or, cette mosquée, Samori Touré a détruit cette mosquée. Pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que je dis l'histoire d'un pays, avant de le traiter, prends le temps de le parcourir, le connaître, avant de traiter l'histoire d'un pays. La culture, ce n'est pas les digues qui chantent à Abidjan. La culture, ce n'est pas le fanfaron que vous faites à Abidjan, ce n'est pas ça la culture. La culture, c'est notre patrimoine. C'est ce qu'on appelle la culture. C'est la base, c'est le socle, c'est le fondement même, c'est notre patrimoine. Ce n'est pas le fanfaron qu'on fait à Abidjan qui est la culture. Hein. C'est les fondamentaux, le fondement, c'est ça qu'on appelle la culture. La mosquée a été détruite par Samori Touré dans les années, vers l'an, je pense, je ne sais même plus, l'an 1897 ou 1741, en tout cas vers l'an là-bas, que la mosquée a été détruite par Samori Touré. Et vers la fin ou le début, non, vers l'aube du 19e siècle, cette mosquée de Congo a été reconstruite parce que c'est le patrimoine d'une région. Aujourd'hui, la mosquée de Congo est inscrite dans le patrimoine de l'UNESCO. Vous voyez, mes frères, ce sont des sujets très sensibles. Il ne faut pas jouer avec l'identité des communautés. Nous devons vivre ensemble, oui. Nous devons former un corps, oui. Mais pourquoi on dit formons un corps? Parce que nous sommes plusieurs identités et nous devons pouvoir nous rassembler, nous mettre d'accord autour de ce qui nous unit. C'est ce qu'on appelle l'unité d'un pays. Pour dire on forme un seul corps. C'est pour ça que j'ai parlé d'empathie. J'ai été à Bondoukou. Vous arrivez à Bondoukou, une ville magnifique, avec des mosquées dans chaque cour. Et il y a eu une mosquée qui est en train d'être détruite parce qu'elle n'est pas entretenue. Il faut tenir. Et cette mosquée, c'est la mosquée dans laquelle, la dernière mosquée que Samori Touré lui-même a fréquentée. Et j'avais lancé un appel pour dire il faut préserver ce patrimoine. Ça fait partie de notre histoire. Donc moi, je suis une femme de culture. Je suis attachée à la culture. Ma sortie aujourd'hui, c'est quand j'apprends, et j'espère que ce n'est pas vrai, que cette maison de Nagui à Brogoua aurait été détruite. Je dis, attention, on touche au sacré. On ne peut pas détruire. Voyez, regardez au Mali, à Tombouctou. Les Guiadis sont partis à Tombouctou. Le patrimoine de toute l'Afrique. Le patrimoine de toute l'Afrique. Où se trouvent les archives. L'histoire de l'Afrique, là, ça a été à Tombouctou. Les djihadistes sont allés casser pour aller détruire notre histoire à Tombouctou. Les combats étaient rudes parce qu'ils voulaient brûler notre histoire. La France s'y est opposée pour sauver le peuple de notre patrimoine. Pourquoi? Parce que l'histoire, le patrimoine d'un peuple, c'est ce qui fait le peuple. On dit Abidjan, la lagune ébriée. Mais si les ébriés n'ont plus de village, la lagune même n'est plus à eux. Et qu'on va venir maintenant, ils n'ont plus de village. Qu'est-ce que les ébriés deviennent dans Abidjan? On ne peut pas faire ça. J'ai parlé de pédagogie. Depuis le début des déguerpissements, je parle de pédagogie, de méthodologie de communication. De manière. Il faut parler aux gens.
Il faut dialoguer avec les gens. La France qui est la France, Paris qui est Paris, dont tout le monde rêve et raffole. Paris, là, il y a eu des notables et il y a toujours des notables à Paris. Les propriétaires terriens, là, ils sont dans Paris. Or, pour pouvoir urbaniser Paris, faire de Paris la capitale, il fallait tracer des routes, les grandes voies, les grandes avenues. Il fallait faire un plan de Paris avec les immeubles haussmanniens. Quand vous voyez là, waouh! Il y avait des propriétaires terriens. Paris, c'était des vignes, c'était des champs de pommes, des champs de poires. C'était la pêche. Mais il fallait retracer Paris, faire des canalisations pour l'eau usée, pour les gaz, pour l'électricité. Il fallait faire ça. Donc, il fallait déplacer des familles, trouver un endroit, mettre ces familles afin de tracer les voies. Mais ce sont des discussions. C'est le dialogue. Qui ne peut pas dialoguer, ne peut pas être en charge de ces questions. Ça va nous créer des problèmes. Voyez, c'est pour ça que quand j'ai publié sur ma page, je veux qu'on l'écoute. J'ai publié la vidéo de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je vous ai dit au début de ma vidéo que ce problème-là, d'Adjamé village, d'Anono, parce que ce n'est pas le seul site, il y a plusieurs sites. Il y a Adjamé, il y a Anono, il y a Blocos, il y a plein de sites. Mais feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, il avait une pédagogie. Il avait une pédagogie. Il avait une patience. Parce qu'il avait la connaissance de l'anthropologie du pays. Il connaît l'histoire des Hatchans du peuple brillé. Il connaît l'histoire des Sénoufos. Il est attaché à sa culture. Il a un respect profond pour sa propre culture. Et il respecte la culture des autres. J'ai publié ça sur ma page. J'ai dit, Amadou Gon, si Amadou Gon était vivant aujourd'hui, ça n'allait pas se passer comme ça. Ça allait se passer autrement, dans le calme et dans la paix. Si Amadou Gon était vivant aujourd'hui, ça n'allait pas se passer comme ça. Parce qu'il avait une méthodologie. Il avait la manière. Il avait l'écoute. Il envoyait des émissaires. Il envoyait des gens. Je me rappelle, en 2018, le ministre des Transports, Amadou Koné, pour ceux qui ont la mémoire courte, je vais vous rappeler. Mais feu le Premier ministre a envoyé Amadou Koné. Dans même à Djamé, là, village là. Il va parler avec les femmes. Il a rencontré, il a réuni les femmes. Et puis il est assis, il a donné la parole aux femmes. Il dit, dites ce que vous voulez dire. Quand quelqu'un est en colère, il faut le laisser se vider. Mais il faut avoir la capacité d'écoute. Il faut avoir la crainte de Dieu pour écouter l'autre. Amadou Koné était assis. Les femmes là se sont levées. Les femmes ont prié. Les mamans ont pris la parole. Il était assis. Il les a écoutés, il a pris note. Il a rencontré les jeunes. Il les a écoutés. Il a pris note. Il allait s'entretenir avec la chefferie. Il les a écoutés. Il a pris note. Et c'est quand on finit de faire ça là maintenant, là, on fait synthèse. Et puis maintenant on donne au Premier ministre. Le Premier ministre prend. Il s'en va donner au président de la République pour dire, voilà le mécontentement des populations. Voilà ce qu'ils sont aptes à accepter. Voilà ce que nous pouvons faire. Et puis le président va trancher maintenant pour dire, bon, les populations sont mécontentes parce que voilà, ok. Là, voilà ce que nous pouvons céder. Voilà ce qu'eux ils peuvent céder. Très bien. Et puis vous mettez d'accord. Le président dit, bon, faites venir la chefferie à la présidence. Je vais parler à la chefferie. C'est le chef de l'État. Pourquoi il ne parle pas à les gens?
ne pas parler avec les gens. C'est le président de la République. Il a été élu par le peuple. Il a le droit de parler avec le peuple. Le peuple a le droit de parler avec lui. C'est comme ça qu'on apaise les cœurs dans une société. C'est comme ça qu'on apaise les tensions. C'est ce qu'on appelle la pédagogie, la manière. Le président, qui est le chef suprême, quand on finit de faire tout ça là, il rencontre maintenant les chefferies. Il leur explique. C'est vrai. Les Hébriers, vous avez beaucoup donné à Abidjan. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour la Côte d'Ivoire. C'est vrai, on vous demande encore un énième sacrifice. Voilà. C'est comme ça on fait. Quand le président finit de parler avec eux là, et ils vont aller au village pour dire, ah, on allait voir le papa. C'est notre père à tous. Nos familles. Voilà ce que l'État peut accepter. Voilà ce que peut être fait. On va verser l'eau. Nous, les Hébriers, on a toujours été dans le développement. On a cédé nos terres, nos mers, nos lagunes, on a tout donné pour que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit un pays leader dans la sous-région. On nous demande encore un énième sacrifice. Et puis, à ce moment-là, vous négociez d'autres choses pour dire, bon, nous, on ne peut pas quitter Abidjan, qui est notre région, pour aller à Niama. Les Hébriers vont quitter Abidjan pour aller emmerder les Atiers à Niama. À Niama, c'est chez les Atiers. Ça s'appelle la déportation. On ne peut pas les déporter d'Abidjan pour les amener à Niama, ou bien d'Abidjan pour les amener à Dabou. Dans ce cas-là, comme chacun doit faire les sacrifices, vous qui avez des grosses villas à Cocody, Cocody c'est chez les Hébriers, cassez les villas là, ils vont faire leur village. Et puis vous, maintenant, comme vous avez les pâtières ou les grosses voitures, chacun n'est qu'à partir de son village, tous les matins vont venir au travail à Abidjan. Parce qu'en France, ici, là, tout le monde habite à Paris. On est à 30 minutes, 45 minutes. D'autres sont à 1 heure, d'autres habitent au Rouen. Et puis ils viennent matin au travail. Donc les Hébriers, là, comme c'est chez eux, on casse vos maisons qui sont grosses à Cocody, là. Les Hébriers vont faire leur village. Adjamé va se déplacer à Cocody. Vous qui êtes à Cocody, là, vous avez des grosses voitures. Vous avez les moyens. Vous avez l'argent. Vous êtes riches. Allez dans vos différents villages. Le matin, vous allez venir au travail à Abidjan. Vous avez les 4x4. Donc vous pouvez venir à Abidjan au travail tous les matins. Libérez Cocody. Les Hébriers vont les asseoir là-bas. Pourquoi vous voulez qu'ils quittent Abidjan pour aller s'asseoir à Niama ou aller à Dabou ou aller à Jacquesville ou aller je ne sais pas où, à Zaguié ou je ne sais pas où. Donc à un moment donné, il faut que vous mettiez vous-même la méthode. Il ne faut pas chercher à pousser le peuple à bout. Il faut éviter ça. La sous-région, là, elle est déjà compliquée pour nous. Il ne faut pas pousser les populations à bout. Il faut... Je ne sais pas ce que vous recherchez. Je ne sais vraiment pas ce que vous recherchez. Mais il faut éviter de pousser les gens à bout. Il faut éviter ça. Et vous avez des énergumènes là qui sont sur les réseaux sociaux, qui trouvent à dire, oui, les Hébriens n'ont qu'à partir. Vous-même, l'Abidjan, c'est chez vous. Est-ce que Abidjan, c'est chez vous? Vous êtes Abidjan, c'est chez vous? On peut se lever, aller à Odiéné, pour aller casser les mosquées d'Odiéné, pour dire, au nom de l'urbanisation, on casse le village d'Odiéné. On casse la ville d'Odiéné, pour dire, les Odiénékas là, bon, reculer, aller vers Kani et autres là, pour vous installer. Est-ce qu'on peut faire ça? Faisons attention, hein, à ce qu'on fait. On dit, ce que tu fais à l'autre là. N'oublie pas, parce que moi, dans ma langue, bon, digri, bon, ma seigne, bé, mouenyo, non, né, bé, inyao. Bon, tobo, jamle, no, vlan, no, zombo, ma seigne, non, bé, mouenyo, non, né, bé, ao, strogri. Strogri. On a qu'à strogri. Glaïo, c'est zinde, ya, strogri. Glaïo, c'est zinde, ya. Nyone so. Zon. Wangi wanja zononde. Strogri, mache. Awe no baje, ni enyo. Parce que demain là,
Nous, là, on nous insulte de tous les noms. On nous traite de tous les mots. On nous traite de tous les mots. Oh, elle a eu le gouvernement. Elle défend le gouvernement. Tout ce qu'ils font là, elle apprécie. Elle fait ceci, elle fait cela. Mais attendez. Ma critique, elle est objective. Ma critique, depuis le début, elle est objective. J'ai dit, c'est une question de pédagogie, de méthodologie. C'est une question de pédagogie, de méthodologie. Et de communication. Des tact. Et puis, il faut avoir de l'empathie. Quand on est croyant, on doit avoir de l'empathie pour celui qui souffre. Même s'il n'est pas de la même religion que toi. Même s'il n'est pas de la même culture que toi. Même s'il n'est pas de la même région que toi. Il faut avoir de l'empathie pour celui qui pleure. Parce que demain, toi aussi, tu peux pleurer. La vie, là, c'est comme la roue. La roue, il y a toujours un cycle. Et quand le cycle, le fin de la cycle arrive, là, tu ne peux pas tourner fin de cycle. Faisons attention à ce que nous faisons. La vie, c'est toujours une roue. C'est recommencement. C'est la montre. La montre tourne dans un seul sens. Elle ne fait pas yo-yo, yo-ya. La montre tourne dans un seul sens. Faisons très attention. Faisons très attention. Mes frères et sœurs, je ne vais pas aller plus loin. C'est pour ça que je n'ai pas voulu prendre la parole. J'ai pris du temps. Mais je parlais de la culture, de l'identité, de l'empathie. Aujourd'hui, là, le mal est fait. C'est pas de venir avec arrogance et puis mépris en cravate, en costume pour dire oui, on a ceci, on a tcha, on a tcha. Non, c'est pas titi tcha. Il faut, chacun n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin. Ceux qui pleurent là, allons pleurer avec eux pour dire Yakou. Les frères, mes papas est brillé, mes mamans est brillé. C'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Trouvons des solutions. Soit pour reconstruire une partie du village qui peut être reconstruit. Nous, on vous demande pardon. On vous demande pardon. Notre pays, là, on n'a pas besoin de rentrer dans des conflits ethniques, dans des conflits identitaires. Ce que nous avons construit ensemble, dans les larmes, dans la joie, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'espérance, préservons ça. Préservons ce que nous avons déjà acquis. Abidjan, là, c'est pour vous, mais c'est aussi pour nous tous. Nous, on vous demande pardon. On n'a qu'à apaiser les cœurs. On n'a qu'à apaiser les cœurs. Que vos cadres, vos intellectuels, vos cadres, vos enfants, qu'eux-mêmes montrent au créneau. Apaisons les cœurs. Et arrêtons de venir envenimer les choses. Pour dire c'est bien fait. Ils n'ont qu'à partir ici. Ils n'ont qu'à faire ceci. Ils sont chez eux. C'est nous, on est venus chez eux. Donc s'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est à nous de partir chez nous. Ils sont chez eux. Ils ne sont pas venus chez quelqu'un, c'est nous, on est venus les trouver chez Abidjan. Quand ils se battaient avec les colons pour pouvoir préserver leur terre à Abidjan, on n'était pas là. Chacun était de sa région. Donc, faisons doucement, les frères. Surtout vous qui êtes sur les réseaux sociaux, faites attention et faites doucement. Le vieux a dit quelque chose à ce journaliste. Mais il ne peut pas imaginer que les paroles que le vieux a dit, dans la douleur, dans les pleurs. Toi, le journaliste, demande pardon publiquement pour ce que tu as fait. Parce que vous êtes zélé à un tel point que vous croyez que comme il y a des gens derrière qui vous donnent un peu de soupe au chou à boire, vous pouvez tout vous permettre. Mon frère, jeune journaliste, demande pardon. Ce que tu as fait est ignoble, demande pardon. Mes pères, je ne sais pas comment on dit pardon en hébreu. Moi-même, je demande pardon pour lui. Là où vous avez mis la main là, pardonnez, enlevez la main là. Demande pardon pour lui. C'est votre fils. On dit, quand ton couteau te blesse dans la cuisine là,
Tu prends, tu essuies et puis tu remets, tu ne jettes pas le coup d'eau. Lui là, sa tête on dirait brique là, c'est votre fils. C'est votre fils. Je vous demande pardon. Là où vous avez mis la main là, j'ai vu le regard de ce chef brillé. Son regard et les propos qu'il a tenus. Papa, pardon, enlève ta main où tu as mis ta main. Nous les enfants d'aujourd'hui là, on nous appelle les enfants du 21e siècle. Ou les enfants du 19e siècle, je ne sais plus. En tout cas, c'est nous les enfants de 1900. Souvent là, 2 plus 2 ne font pas 4. Pardonnez aussi nos péchés. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour ce soir. Et dire que la sagesse anime les uns les autres, apaise les cœurs, afin qu'on puisse sortir de toutes ces histoires-là, de la fraternité, et qu'on puisse régler toutes ces tensions-là par le lien fraternel qui nous unit. Il y a un lien qui nous unit. Nous sommes des frères. Notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a pas besoin de crises supplémentaires. Les voisins même, là, ils sont crises pour dépasser tout. On ne va pas rajouter une crise aux crises. On a déjà trop de choses à régler. Pardonnez. Laissons. C'est déjà fait. On va beau crier, on va beau sauter, maison est déjà cassée. Et je voulais vous écouter, faire écouter effectivement. Et je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur ça rapidement. Je vais terminer sur ça. Quand je vous ai parlé de 2018, avec feu le Premier ministre Amadou Koulibaly. On va écouter et on va terminer sur ça. Pour le détail, parce que des questions encore être tranchées. Le 4e pont, on est tous d'accord que c'est un pont important. Je crois que tous les Abidjanais, pas seulement les habitants de Yopougon, mais tous les Abidjanais et tous ceux qui vont à l'intérieur du pays, donc qui prennent l'autoroute du Nord, donc tous se réjouissent de de ce pont. Naturellement, nous avons, pour la réalisation du pont, donc le besoin de dégarpir une partie de la population, ce n'est pas forcément de gaieté de cœur, mais donc, ces personnes seront indemnisées. Et un budget est prévu pour leur indemnisation, donc qui est d'environ 30 milliards de francs CFA. Pour les personnes qui sont locataires, il leur sera donc versé 4 mois de loyer pour leur permettre de pouvoir se reloger. Et pour les personnes qui sont propriétaires et qui ne résident pas, donc une évaluation sera faite de leur bâti, y compris des terrains. Et cela payé également. Donc ces évaluations sont en cours, un recensement a été fait, des listes ont été affichées, les populations sont actuellement en train de vérifier qu'elles sont bien sur ces listes. S'il y a ceux qui sont absents, ils auront fait des réclamations et sur la base de la liste consolidée, les paiements seront effectués. Les ressources existent, elles sont au budget, donc je considère que le processus est en cours. Alors il y a eu juste quelques problèmes ces temps-ci parce que le projet va toucher Yopougon, à Tekoumé et à Djamé. Bon, pour les populations d'Adjamé, je crois qu'une rumeur a couru en faisant croire qu'on allait raser Adjamé village. Mais en réalité, ce n'est que 68 habitations à Adjamé village qui vont être touchées. Et des discussions sont en cours actuellement avec les populations concernées pour trouver les solutions. Donc c'est quelque chose qui, je crois, est en train de trouver une solution. Il y a eu ce petit problème la semaine dernière, mais les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc retenez que les personnes seront indemnisées et qu'elles ne quitteront qu'après avoir perçu leur indemnisation. Les grands projets du gouvernement, tout le détail, puisque des questions encore être tranchées. Le 4e pont,